Bien, bonjour à toutes et à tous. Et je vais essayer de répondre aux interrogations légitimes qui vient d'énoncer Adama. La première chose que je voulais dire, c'est que c'est une vraie émotion. Ah ça, pardon, excusez-moi. Bon. C'est une vraie émotion qui est la mienne aujourd'hui. C'est une vraie émotion parce que, très franchement, c'était un pari de réussir ces premières rencontres nationales. En plus, on n'a pas eu forcément toutes les chances. Bon, hier, il y a eu le 17, les Gilets jaunes, c'était très positif, mais c'est vrai que ça nous a pris quand même, disons-le entre nous, pas mal de place médiatique pour justement faire en sorte qu'on parle de ces rencontres. Et si ces rencontres ont été réussies, c'est d'abord parce que ça a été un travail de terrain pendant des mois, un travail ancré dans la réalité, un travail ancré avec les associations, les réseaux qui sont dans les quartiers populaires. Depuis tout à l'heure, nous le disons, la France insoumise a proposé ces rencontres nationales. Elle ne veut pas les organiser seule, elle les a proposées. Pourquoi elle les a proposées? Parce que la politique existe dans les quartiers populaires. Ceux qui viennent de l'extérieur en disant on va politiser les quartiers se trompent du tout au tout. Les associations, les amicales de locataires, les collectifs citoyens, les syndicats qui se battent avec des syndicalistes qui sont aussi des habitants des quartiers populaires, tous les citoyens qui se battent tous les jours au nom de la solidarité, au nom de l'entraide, au nom de la lutte contre les discriminations, ça existe depuis belle lurette. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une perte, et il y avait une perte d'espoir très importante dans l'idée qu'à un moment donné, il puisse aussi y avoir un mouvement politique qu'ils font leur pour être capable de prendre le pouvoir dans ce pays, et être capable de transformer les choses radicalement. C'est ça qu'on commence aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas anodin que nous ayons été toute la journée, 9 heures à travailler ensemble, avec des prises de parole fortes. 9 heures où nous avons été plusieurs centaines, 800 au moment où Jean-Luc est intervenu tout à l'heure. Alors oui, je voudrais commencer par une chose, c'est d'abord de dire merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Et toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, je vais peut-être oublier des gens. Mais tout à l'heure, Jean-Luc parlait de la Nouvelle-France. Eh bien, la Nouvelle-France, elle se lie à travers les prénoms, qui est l'opposé de la France-France d'un Zemmour. Alors, merci à Aïssa, merci à Manon, merci à Taha, merci à Claudio, merci à Pascal, merci à Flore, merci à Karim, merci à Aude, Nathalie, David, Delphine, Rabat, Laurent, Olivier, Mohamed, Alexandra, Anifa, Hélène Sanzeux, Landry. Oui, on a réussi. Et je voudrais dire la première chose que nous avons réussi, notamment dans les rencontres locales, tous ensemble, c'est qu'on a redonné une parole à des gens qui ne l'avaient plus, ou en tout cas qui pensaient qu'il n'y avait plus de mouvement politique qui était capable de les écouter. On a été dans des endroits où ça fait des années qu'il n'y avait plus de mouvement politique, qui venaient simplement pour écouter ce que disaient les gens. Et c'est important parce que la parole, c'est la première condition de la souveraineté populaire. La parole, c'est ce qui permet la démocratie, c'est ce qui permet d'échanger, c'est ce qui permet d'élaborer, c'est ce qui permet de crier, c'est ce qui permet de protester. Oui, il y a plein de gens qui nous ont dit, première chose juste, c'est pour ça que c'est un début, qui nous ont dit, on avait envie d'être écoutés. Et très franchement, tous les camarades qui ont fait l'expérience sont absolument impressionnés parce qu'ils ont entendu les premières heures de discussion de ces rencontres. Des gens qui ont parlé de leurs problèmes concrets, pas forcément d'ailleurs ceux qu'on attendait, et qui ont commencé aussi à élaborer des solutions. On est tellement, les quartiers populaires étaient tellement habitués, comme l'a dit Omar Slaouti tout à l'heure, à n'être que des réservoirs de voix, notamment par les partis institutionnels de gauche, qui ont trop longtemps dominé la vie politique dans ce pays, et c'est fini, et c'est positif, qui s'adressaient au quartier tous les 5 ans, en disant on pense qu'il suffit de s'abaisser pour prendre les voix. Et puis entre les deux, on fait une politique de clientélisme. Parce qu'évidemment, les quartiers, les gens ont besoin de manger, de s'habiter, etc. Donc on pense de manière méprisante que les quartiers ne sont pas capables d'autre chose que justement celui, à un moment donné, de dire « Ah, mon bon maître, est-ce que je pourrais avoir un logement, un emploi et autres ?» Mais nous savons tous que ça, ce n'est pas la réalité. Nous savons tous que ce rapport, les quartiers en ont soupé. Et c'est ça que nous avons vu. Alors oui, je le pense. Je le dis. Hier, il y a eu les gilets jaunes. Dans les quartiers populaires, quelle est la caractéristique des quartiers populaires? C'est que toutes les inégalités se superposent.
Donc il y a une chose très simple, c'est que quand vous faites une politique la plus inégale qu'on ait jamais vue pendant la Ve République, eh bien les premières victimes sont dans les quartiers populaires. Quand vous décidez de donner 9 milliards de cadeaux fiscaux aux 1% des Français les plus riches, ce qui a été donné en 2018, ce qui est redonné maintenant en 2019, la conséquence, elle est simple. Elle est de l'injustice, mais elle est aussi une inanité économique. Premier semestre 2018, le pouvoir d'achat de tout le monde est en train de baisser. Le pouvoir de la consommation populaire de tout le monde est en train de baisser. Le chômage remonte. Et figurez-vous, parce qu'on l'avait dit à l'avance, quels sont les seuls qui se gagnent au premier semestre 2018 dans ce pays? Ce sont les possesseurs de dividendes. Plus 26% de dividendes, c'est le record au monde, 2 fois la moyenne au monde. Voilà la politique qui est aujourd'hui provoquée. Et je vais vous dire, cette politique, elle a quelque chose de très clair, parce qu'il n'y a pas de mystère dans l'économie. Il y a des richesses, elles n'ont jamais été aussi grandes, contrairement à ce qu'on dit. Alors quand ces gens-là s'enrichissent, eh ben, c'est uniquement sur notre dos, de tous ceux qui produisent les richesses avec comme seule force leurs bras, leur intelligence, mais pas le capital, et un capital très souvent de plus en plus hérité à la naissance. Cette politique-là, elle est insupportable. Alors, elle s'accompagne toujours. C'est pas nouveau, c'est vieux comme le capitalisme. Elle s'accompagne toujours d'une politique de répression. Il n'y a pas longtemps, je relisais un bouquin qui a été fait dans les années 50, qui analysait les classes populaires à Paris, la première moitié du 19e siècle. Ça s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Quand vous lisez ce bouquin, c'est exactement le même processus qui a lieu vis-à-vis des quartiers populaires. C'est un processus de répression, et c'est un processus en plus qui culpabilise. Ah oui, comment ça? Ceux qui payent leur essence trop cher ne comprennent pas la politique extraordinairement écologique du gouvernement, qui n'a supprimé aucune niche fiscale, qui ne taxe pas le kérosène, qui ne taxe pas les entreprises qui polluent, mais qui se permet de dire que vraiment, quelqu'un qui roule au diesel et qui fume des clopes, ça fait furieusement au XXe siècle. Ah oui, on n'arrive pas à comprendre la hauteur de pensée d'un Macron, qui explique que dans les quartiers populaires, vaut mieux Uber que dealer. Comme si c'était le seul choix pour les jeunes des quartiers populaires. Comme si les gens se battaient aussi justement pour un monde meilleur, et pas seulement le chacun pour soi. Alors, je vais vous dire, derrière ce mépris, aujourd'hui, nous avons commencé, pas aujourd'hui, mais en tout cas, nous avons commencé à répondre ensemble, à donner des solutions. Je ne vais pas, merci David, d'avoir tout à l'heure énuméré les solutions. Je pensais que j'allais aller à le faire. C'était franchement pas le plus intéressant du discours, non pas en termes de ce que nous proposons, mais en termes, j'allais dire, d'éloquence. Donc David l'a fait. Mais je voudrais aussi, à un moment donné, relever plusieurs choses que j'ai entendues dans les propositions des différents intervenants. Il y a la proposition d'Aïsdine Taibi. Le fait d'attaquer l'État pour rupture de l'égalité. Et ça doit se faire, effectivement, et tant mieux si ça se fait à partir de la Seine-Saint-Denis, tant mieux si les Marseillais nous imitent, tant mieux si les Lillois nous imitent, tant mieux si le Val-de-Marne nous imite. Il y a aussi le fait du jeune Mamadou Camara. Et on a entendu, effectivement, ici même, le frère de Camara Gay faire le témoignage qu'on sait tout à l'heure. On a entendu, effectivement, Assa Traoré rappeler comment son frère a été assassiné. Alors oui, il est important qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes, et ils sont d'Épinay, je ne peux rien, mais ils sont de ma circonscription, tant mieux, qui disent ça suffit, et qui pour la deuxième fois attaquent l'État pour contrôle aux faciès. C'est important de faire ça, parce qu'on ne doit pas accepter de subir effectivement que dans certains squares, dans certains jardins, dans certaines places, dans certains quartiers, il y ait 2-3 cow-boys qui donnent le là à tout le reste de la police et qui estiment qu'on peut mépriser, qu'on peut insulter, qu'on peut frapper et à certains moments qu'on peut tuer des jeunes uniquement parce qu'ils ont une couleur de peau différente, qui sont jeunes, qui ne s'habillent pas normalement et qui s'appartiennent à une classe sociale qui n'est pas celle qui domine le pays. C'est insupportable. Alors oui, c'est important de dire que nous sommes pour un droit opposable à la sûreté. Parce que la sûreté, au moment de la Révolution française, c'était pas seulement le fait de vivre en sécurité, droit de vivre en sécurité par rapport à les délinquants, on a le droit de vivre en sécurité. Et c'est pour ça que pour ma part, je suis pour une police républicaine, c'est-à-dire une police où les BAC seraient abolis, où les brigades de sécurité territoriale seraient abolies, où le TASER serait aboli, où il y aurait un grand plan de formation de la police, parce que le dernier remonte à Jox, début 1983, et que c'est pas supportable qu'à certains moments, eh bien, il y ait une politique à la fois du chiffre et une politique qui justement favorise en réalité les éléments racistes de la police.
Oui, nous avons un droit opposable à la sûreté parce que les citoyens ont le droit de ne pas vivre l'oppression et une oppression injuste par des forces de l'ordre qui sont normalement des forces de paix. Il y a aussi, ça a été dit, le droit opposable à l'emploi. C'est ATD Carmonde qui a proposé ça. C'est dans notre programme. Je pense que c'est effectivement une bonne initiative. Ça a été dit par plusieurs tables, par plusieurs ruches. Le droit opposable au service public. Parce que c'est un droit, ce n'est pas quelque chose qu'on nous attribue, c'est un droit d'avoir droit à faire en sorte qu'il y ait des services publics qui s'occupent de tout ce qui est lié à l'intérêt général. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Ici, il n'y a pas de territoire à reconquérir. Ici, pour répondre au gouvernement qui utilise ce terme, il n'y a pas de reconquête républicaine à faire. Très franchement, s'il y a une reconquête républicaine à faire, elle est du côté de l'Élysée. Parce que quelqu'un qui nous fait des leçons en envoyant son responsable de la sécurité frapper des manifestants le 1er mai, c'est vraiment pas très républicain. Je lui dis d'ailleurs, on va peut-être pas tarder par arriver. Hein. Hier, les Gilets jaunes n'ont pas été très loin. Bon, peut-être aussi, nous aussi, après tout, commencer à s'entraîner. Oui, il y a une conquête républicaine à faire de l'Élysée. Et si nous avons un dernier droit ici, c'est le droit opposable à la République. Les quartiers populaires ont le droit à la République. Ils ont le droit à l'égalité, à la liberté. La fraternité, ils l'ont déjà très souvent. Parce que justement, ils n'attendent pas l'État pour l'exercer. Ici, aujourd'hui, je vais approcher de ma conclusion, c'est un début. On l'a réussi, mais c'est un début. Moi, quand j'ai distribué des tracts pour les législatives, les gens me disaient dans les quartiers, dans les cités ici à Épinay, Saint-Ouen, Saint-Denis, ah non, pas de vos tracts, ça suffit la politique. Alors je disais, mais je suis le candidat de Mélenchon. Bon, alors on veut bien lire. Et puis je m'apercevais que beaucoup avaient voté pour nous, beaucoup. Tout à l'heure, ça a été dit, Manon l'a introduit en disant que 34% des gens en Seine-Saint-Denis avaient voté au premier tour pour Jean-Luc. Mais dans les quartiers, c'est monté à 50, 60%. Le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui s'étaient abstenus, qui ne s'étaient pas inscrits, etc., etc. Et ce que nous ont dit les gens, c'est, écoutez, on a voté pour vous. On peut même être prêt à le refaire. Mais on vous prévient quoi? Vous revoir uniquement à la prochaine élection, ça ne va pas passer. Alors oui, ça, c'est pas possible. Ici, c'est le début d'un processus. On va continuer. On va continuer. À ça, je te réponds, on va continuer. Et comment on va continuer? De manière très concrète, déjà, il y a des propositions qui sont issues. Eh bien, je propose que tout le monde ici puisse en faire lien. Si les associations veulent les utiliser, qu'ils les utilisent. Si des listes municipales veulent les utiliser, qu'elles les utilisent. Et nous, groupe France Insoumise, bon, on n'a peut-être pas discuté encore ensemble, Mathilde, mais je pense qu'on ne sera pas en désaccord, on va en faire un projet de loi. Il y a aussi des municipales et des élections qui arrivent. Il faut le dire aussi clairement. Ce n'est pas un hasard ici qu'on a demandé à Azdine Taibi et à Mohamed Niabali, qui est le maire de l'île Saint-Denis, d'intervenir. Parce que si, à un moment donné, on veut faire en sorte de montrer, non pas seulement qu'on s'occupe des quartiers populaires, c'est un vilain mot, mais que les quartiers populaires utilisent France Insoumise comme l'outil de transformation, il faut que les listes électorales incarnent les quartiers populaires. Il faut que les listes électorales incarnent les quartiers populaires, municipales, départementales, régionales, législatives. Et je termine sur une chose. Ce que je propose, là encore, je n'ai pas consulté mes camarades de France Insoumise, mais c'est une proposition que je fais. Je propose qu'en 2019, France Insoumise soit initie, soit soutienne, soit accompagne 1000 initiatives pour les quartiers populaires, des rencontres locales, mais aussi des actions concrètes, des initiatives concrètes, comme celle de repeindre une école à Marseille, comme celle ici de s'occuper d'un terrain de foot parce que les mômes en ont ras le cul de faire du foot sur un terrain complètement bosselé où ils risquent de se casser la gueule sans arrêt. De, effectivement, s'occuper des questions de logement parce que le logement insalubre, chers camarades marseillais, on va pouvoir lutter ensemble parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y en a plein. Donc il y a toutes ces initiatives. Et puis aussi de continuer à soutenir les combats des quartiers populaires, de continuer à soutenir le collectif Justice pour Adama Traoré, celui Justice pour Camara Gaye, etc., etc., d'être aux côtés des quartiers populaires. Nous sommes la force qui voulons être utiles aux quartiers populaires et aux habitants des quartiers populaires. Je termine. Il n'y aura pas de révolution citoyenne sans les quartiers populaires. Il n'y aura pas de transformation sans les quartiers populaires.
Et je vais vous dire, non sans émotion. Moi, il se trouve que je suis petit-fils d'ouvrier. C'est peut-être pas connu, c'est peut-être pas visible, je suis petit-fils d'ouvrier. Je suis fils d'une femme qui a travaillé toute sa vie, à qui je dédie cette réunion comme simple employé de bureau. Et moi, je suis heureux ici d'être dans les quartiers populaires, parce que je suis né en banlieue, j'ai vécu en banlieue. Et je vais vous dire une chose, qu'on a réussi à montrer aujourd'hui, c'est que les quartiers populaires, ce sont des quartiers en colère. Que les quartiers populaires, ce sont des quartiers solidaires. Que les quartiers populaires, ce sont des quartiers fiers. Et il ne tient qu'à nous de faire en sorte que les quartiers populaires soient des quartiers révolutionnaires.